Salut tout le monde, me voici live devant vos yeux, ébahis. Alors, je vais juste m'assurer que tout fonctionne, donc je vous laisse le temps de me répondre. Je sais qu'il y a un délai entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez correctement en ce moment? Donc, j'attends que vous m'écriviez ça parce qu'il y a eu un petit bug la dernière fois où il n'y avait pas de son pendant les premières minutes. Je vais éviter ça. Fait que j'attends que quelqu'un me dise que tout est beau, puis après ça, on part avec la troisième partie de cette révision. J'espère que tout le monde va encore bien. J'espère que tout le monde respecte les règles du confinement et se lave les mains régulièrement. Vous allez peut-être entendre les griffes de mon chien qui passe derrière. Et voilà, on me dit que tout est bon, fait que c'est parti. J'y vais pour ça. Donc, je continue en fait le programme là où on l'avait laissé la dernière fois. La dernière fois, c'était Johan qui avait réalisé le programme basé sur l'énoncé que je lui avais fait. Parce qu'on s'échange le job. Il y en a un qui fait l'énoncé, puis l'autre, après ça, fait le programme dessus. Donc là, cette fois-ci, Johan m'a préparé cet énoncé-là. La partie 3, donc composition, agrégation et propriété indexée. Donc, on révise les chapitres 5 et 6. Après ça, il va rester une dernière vidéo de révision qui va être pour le chapitre 7 et 8, qui va être réalisé par Johan et ça devrait se faire quelque part au tout début de la semaine prochaine, un peu en même temps que la reprise des cours. Fait que comme ça, au moins, on aura eu le temps de réviser tout ce qu'on a vu depuis le début. Si vous n'avez pas le temps d'écouter cette vidéo-là au complet, si vous avez d'autres obligations, ce n'est pas trop grave parce que je vais la mettre en ligne après. Mais si vous êtes là live, vous allez pouvoir me poser des questions. Je n'ai pas les commentaires sous les yeux en tout temps, mais je vais vérifier de temps en temps. Donc là, on en est là. On fait la partie 3. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit maintenant créer une ferme qui contiendra un inventaire d'aliments. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on avait créé, rappelons-le, c'est une classe aliments qui servait à garder un aliment dans un inventaire avec des quantités, des prix, des rabais et toutes les méthodes pour faire fonctionner tout ça. On avait créé une toute petite classe statique vente qui, honnêtement, on va se le dire, ça servait pas à grand-chose, ça servait à faire grossir un string pour faire réviser un peu le chapitre 3. Mais là, maintenant, on va faire une classe ferme qui va faire l'inventaire d'aliments. Au départ, l'inventaire de la ferme est vide et on va ajouter des méthodes, récolter et acheter. Donc, récolter, ça crée des aliments de notre choix dans l'inventaire. Donc, on va récolter des aliments, sans oublier le très important melon d'eau, qui est notre exemple depuis le début. J'ai pris ça au hasard la première fois, c'est resté. Et on les ajoute dans l'inventaire, donc on les prend dans la ferme. Mettons là, on suppose que pouf, ils viennent de popper dans notre inventaire de ferme parce qu'ils sont prêts. On veut aussi une méthode acheter qui va enlever un aliment de l'inventaire et qui va le retourner pour dire quelqu'un veut nous acheter cet aliment-là, je te le donne. Et ensuite, on veut pouvoir utiliser le code de l'aliment pour identifier l'aliment de façon unique. Donc, on se rappellera qu'il y avait des codes d'aliments qui sont créés automatiquement par une petite propriété calculée qui joue avec les strings. Donc, ça prend les premières lettres, les dernières lettres du nom, puis etc. Donc, ça nous fait une espèce de code. C'est ce code-là qui va permettre d'identifier un aliment de façon unique, puis d'aller le chercher dans l'inventaire et de le prendre, et donc de diminuer l'inventaire en conséquence. Ensuite, j'ai une question ici, Gabriel Bernier, qui demande, juste pour savoir, est-ce qu'on va pouvoir avoir le point CS de Pierre à la fin de toutes les révisions? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je pourrais mettre le mien en ligne tout à l'heure, si vous voulez pouvoir l'utiliser. Je le mettrai sur Moodle. L'énoncé est déjà en ligne. Les vidéos vont l'être aussi, mais oui, c'est une bonne idée de mettre le point CS. Je ne sais pas si Pierre a rapport dans l'affaire, par exemple, ou si c'est une erreur de ta part. Fait que là, au départ, on a ça. On va commencer par faire ça. Donc, comment on va créer notre inventaire? Donc, on va se faire notre classe ferme et c'est là qu'arrive voilà, donc la possibilité d'agrégation ou composition, parce que c'est ça qu'on fait dans le chapitre 5. Donc, une relation de composition ou d'agrégation, rappelons-le, dans les deux cas, c'est très similaire. Donc, l'agrégation et la composition, c'est toutes les deux des relations où on a une classe qui contient des objets d'une autre classe à l'intérieur en tant qu'attribut.
Donc, notre classe, par exemple, aliment, ne fait pas de composition ou d'agrégation pour l'instant parce que ces attributs, c'est tous des doubles, des int, des strings et des valeurs des nums. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas encore de composition d'agrégation. Par contre, notre ferme va contenir des aliments et là, il va y avoir une relation d'agrégation ou de composition. Puis là, ben, la différence entre les deux, je le rappelle, la composition, c'est lorsque par exemple, dans ce cas-ci, la ferme crée ses propres aliments et lorsque la ferme disparaît, ses aliments disparaissent aussi avec elle. C'est ce qui va être notre cas en ce moment. Parce que c'est la ferme qui va créer elle-même ses aliments. On avait dans l'énoncé ici ajouté une méthode récoltée qui crée des aliments de votre choix et les met dans l'inventaire. Donc, c'est lorsque on demande de récolter des aliments, la ferme les crée. Puis ces aliments-là, donc, ne peuvent pas être dans plusieurs fermes à la fois et ne sont liés à la ferme que de façon solide. Tandis qu'une agrégation, c'est lorsqu'on a quelque chose où une classe contient des objets d'un autre type, d'une autre classe, mais que ce n'est pas elle qui les crée et ce n'est pas elle qui les détruit. Donc, par exemple, rappelez-vous de l'équipe de hockey où on créait des joueurs et on les ajoutait à une équipe. C'est le main qui créait ces joueurs, qui créait une équipe et qui passait les joueurs à l'équipe. Puis là, l'équipe les plaçait dans son tableau. Ce n'est pas l'équipe qui créait ses propres joueurs. Donc, une fois que l'équipe arrête d'exister, les joueurs existent encore dans le main. Puis ils peuvent être placés dans une autre équipe. Même un même joueur pourrait être ajouté à deux équipes différentes théoriquement par le main si c'est ce qu'on décidait de faire. Ce qu'on ne peut pas faire avec la ferme. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on va y aller avec un tableau. Donc, on va faire un tableau d'aliments qui va être notre premier attribut. Donc, notre tableau d'aliments, on va l'appeler inventaire, qui, on peut, si on veut, immédiatement à la déclaration, faire un new. Là, par contre, il va falloir choisir une taille à notre tableau. Donc, on va y aller avec une constante. Mettons taille inventaire max égale à, puis là, on choisira combien d'aliments on veut pouvoir faire, on veut pouvoir utiliser. Mettons, supposons que je vais me mettre ça, un gros chiffre à 1000. Donc, au début, je commence mon inventaire avec 1000 et j'y vais avec ça. Je sais que je ne pourrais pas dépasser ce maximum-là. Puis, ça va être bien correct pour ce qu'on en fait en ce moment. Donc, on y va avec ça. Là, ici, c'est là notre relation, donc, de composition. On le voit tout de suite, je suis dans une ferme et j'ai un attribut d'un aliment qui est une autre classe. Donc, voilà, mon inventaire est fait. Quand je crée ma classe ferme, est-ce que j'ai besoin d'autres attributs? Selon l'énoncé, il n'y a rien de particulier qui a été utilisé, qui a été mentionné. Je pourrais décider de m'en faire quand même. Donc, par exemple, je pourrais avoir un attribut nombre d'aliments qu'on pourrait mettre à 0 et que je pourrais maintenir pour savoir jusqu'à combien je suis rendu dans mon tableau. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait me servir. Par exemple, si je décide de parcourir tous les aliments de mon tableau, mais je sais que j'ai 1000 cases, mais en fait, je vais peut-être avoir juste 5 aliments dedans au début. Est-ce que ça vaut la peine de parcourir les 1000? Donc, je pourrais utiliser ça. L'autre possibilité que j'aurais, c'est que je sais que le tableau, par défaut, chacune des cases de mon tableau d'inventaire est un aliment. Et donc, au départ, quand il vient d'être créé comme ça, toutes les cases sont des références nulles. Donc, je peux parcourir le tableau au complet sans danger, en sachant que j'ai juste à vérifier si l'aliment est nul avant de faire quelque chose avec. Donc, ces deux possibilités, est-ce que je veux essayer de garder tous mes aliments ensemble au début puis retenir combien il y en a, ou je veux pouvoir les mettre dans le tableau comme je veux, mais potentiellement le parcourir au complet pour trouver des affaires, mais souvent tomber sur des nuls puis devoir gérer les nuls. Donc, moi, je vais y aller avec la deuxième méthode de gestion des nuls pour vous montrer, parce que c'est quand même important de savoir tester si une référence est nulle avant de faire quelque chose. C'est souvent une très bonne idée. Donc, décidant ceci, je détermine que je n'aurai pas d'autres attributs dans ma ferme. Une ferme, on dit qu'elle est, au départ, va être avec un inventaire vide. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire un constructeur particulier? Pas vraiment, parce que si je ne lui mets aucun constructeur par défaut,
ceci va quand même être créé automatiquement à la déclaration, ce qui va me faire un inventaire vide au départ. Je pourrais me créer un constructeur par défaut pour dire, mettons, fais quelque chose ici. Mais là, qu'est-ce qu'on ferait? Ce qu'on pourrait faire, ça serait de mettre ça dans le constructeur et ici de ne pas l'instancier. Ce qui revient exactement au même. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'intérêt d'en faire un plus que l'autre. Donc, peu importe. Comme je n'ai pas besoin qu'on puisse me fournir un inventaire externe, parce que là, à ce moment-là, ça deviendrait une agrégation, je veux pas que quand je crée ma ferme, je lui donne un tableau d'aliments. Ça n'a pas été demandé dans l'énoncé. Je n'ai pas besoin d'un constructeur paramétrique. Je n'ai pas vraiment besoin d'un constructeur de copie non plus. Ce n'est pas demandé et je ne compte pas copier des fermes pour l'instant. Donc, disons qu'on s'arrête à ça. Ensuite, on y va maintenant avec donc, les méthodes qu'on demandait. L'inventaire de la ferme est vide, ça c'est réglé. On ajoute une méthode récoltée qui crée des aliments de notre choix et les ajoute dans l'inventaire. Bon. Fait que là, lorsqu'on fait une récolte, évidemment, tout dépendra de comment on veut faire ça, mais je vais y aller avec, pour l'instant, récolter. Donc, une simple méthode qui n'accepte rien et ne retourne rien. Puis elle, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer des aliments, puis elle va les ajouter à notre inventaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider qu'à chaque fois qu'on récolte, on va créer, mettons, 3 aliments, dont un melon d'eau qui a été exigé dans l'énoncé. Donc, l'aliment melon va être créé comme étant un nouvel aliment. Et là, lui, quand on crée un melon d'eau, on a des constructeurs. Soit je lui passe un aliment qui existe déjà et j'en fais une copie, c'est pas ce que je veux. Soit je lui passe le nom, la catégorie et l'unité. Puis là, il va être construit comme ça. Ou soit je lui passe aussi le prix et la quantité que je veux avoir. Donc, moi, je vais utiliser celui-là pour tout setter au complet d'un coup. Alors, je lui donne le nom melon d'eau. La catégorie, c'est un enum. Donc, je vais dans l'enum aller chercher la catégorie fruits. Ensuite, les unités, c'est aussi un enum. Donc, je vais dans l'enum unité chercher la catégorie unité parce qu'on ne les vend pas au poids ni au millilitre. On fait juste dire le prix pour un melon d'eau. Le prix, donc, je ne sais pas combien coûte un melon d'eau, mais disons que je dis que c'est 5$. Et la quantité, mettons, j'en ai récolté 100. Là, j'ai créé ça. Je vais me créer aussi d'autres affaires. Donc, carottes. Je vais le mettre au pluriel vu que j'en ai fait 100. La même affaire ici. Donc, carottes, même affaire. Donc, nouveau aliment, la carotte, catégorie légumes. Je ne sais pas si j'ai ça. Oui, parfait. Je ne me souvenais pas ce que j'avais mis dans mon énorme. Je sais que c'est un peu sommaire. Puis, mettons, eux, on va les vendre au poids. Donc, en grammes. Puis là, j'en veux, mettons, 200. Et combien coûte un gramme de carottes? J'ai tellement aucune idée. On va dire que ça coûte 1 cent le gramme. OK, mettons. C'est possiblement très peu cher. Ici, c'est supposé d'être. Il s'attend à quoi, en fait? Il s'attend à un double. Ah non, c'était le contraire. C'est le prix d'abord, la quantité ensuite. Pardon. Donc, voilà. Donc, j'ai 200 carottes comme ça. Et je vais m'en faire une troisième affaire. Donc, on va mettre, mettons, du tofu. Nouvel aliment. Et là, la catégorie, je pense qu'il n'y aura rien qui va avoir vraiment rapport. On va le mettre dans viande, vu que c'est, on va supposer que c'est viande et substitut de viande. Les véganes doivent être pas contents en ce moment. Et mettons, je vends ça aussi au gramme. Et je décide que ça coûte, mettons, 10 cents le gramme et que j'en ai 2000 grammes. J'ai 2 kilos de tofu. Ici, j'ai peu de carottes, mais voilà. Bon, fait que là, j'ai créé des aliments. Ces aliments-là sont créés. Ensuite, ce que je veux faire, c'est les ajouter dans mon inventaire. Fait que comment je vais faire pour les ajouter? Je vais devoir parcourir mon tableau à la recherche d'une case vide pour pouvoir aller faire référer cette case-là à l'aliment en question. Donc, par exemple, ici, je vais me faire une boucle qui part à 0 et qui se rend jusqu'à la taille maximum. Donc, petit rappel, c'est une meilleure idée d'utiliser une variable ou une constante dans le for que d'aller chercher tableau, mettons, inventaire.length.
Parce que si on fait ça à chaque itération, il faut aller rechercher la longueur du tableau à chaque fois, alors qu'on sait qu'elle ne changera jamais. Donc, mieux vaut prendre une constante qui ne demande pas une opération pour aller la chercher. Ou une variable qu'on détermine au départ, qu'on la met égale à tableau.length une fois avant d'entrer dans le boucle, si c'est ça qu'on a besoin de faire. Donc, on va vérifier si inventaire i est égal à nul. Donc, ça, on peut tout le temps vérifier ça, voir si notre référence est égale à nul. Si elle est égale à nul, à ce moment-là, je vais dire que maintenant, inventaire i est égal au melon. Voilà. Donc, ça, c'est une façon très simple de faire ça. Par contre, si je laisse ça comme ça, là, il va continuer à parcourir le tableau et il va trouver d'autres cases nulles partout, puis il va mettre les melons partout. Donc, on va avoir une explosion de melons où notre inventaire va se remplir d'un coup avec ça, puis on n'aura plus de place pour quoi que ce soit d'autre, alors qu'on était censé en avoir juste un. Donc, ce qu'il faut faire après, c'est s'assurer qu'on sort de la boucle à ce moment-là. Plusieurs façons de faire ça. La façon, disons, la plus simple, c'est juste de faire break. Break, ça sort de la boucle courante et ça termine immédiatement. Par contre, c'est souvent mal vu dans le milieu de la programmation de faire des breaks parce que ça brise un peu le flow de base puis ça rend la boucle un peu plus difficile à interpréter. Une autre possibilité qu'on a, c'est de se déclarer une variable booléenne, mettons, placée, qu'on met égale à false et qu'on va mettre égale à true au moment où on l'a placé. On a placé notre melon. Et là, on va utiliser cette variable-là à l'intérieur de notre condition. Donc, on dit continue tant que tu n'es pas rendu au bout de l'inventaire et tant que tu n'es pas placé. Donc, tant que placé est faux. Donc, not placé. Fait que si placé est faux, not placé va être égal à true et donc on va pouvoir continuer. Et aussitôt que placé va devenir true, ben not placé va être false, la condition va donc être fausse et on va quitter peu importe où on est dans notre inventaire. Donc ça, c'est une façon de faire ça. Et là, je pourrais faire la même affaire ici pour recommencer, remettre mon placé en false et recommencer pour faire les autres. Par exemple, je vais mettre ça ici. Et là, cette fois-ci, ça va être, je peux le déclarer, je vais juste le remettre à false. Et après ça, on mettrait les carottes. Et après ça, on ferait la même affaire avec le tofu. Mais là, vous remarquez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de copier-coller un gros bout de code plusieurs fois. Et ça, dès que vous êtes en train de faire ça, vous devrez vous demander, est-ce que je ne pourrais pas remplacer ça somehow par une boucle pour essayer de gérer ça un petit peu mieux, éviter de faire du copier-coller de code, surtout du long copier-coller comme ça. Donc, comment je vais pouvoir faire ça? Bien, une façon de faire une boucle, ce serait de faire une boucle autour de tout ça ici, effectivement. Mais comme mes melons, mes carottes et mon tofu sont dans des variables différentes, c'est compliqué à gérer, bien, je pourrais me faire un petit tableau d'aliments ici plutôt que de les avoir dans des aliments séparés. Par exemple, je pourrais me faire un petit tableau d'aliments ici que j'appellerais la récolte, qui serait un tableau de 3 aliments. Donc, à chaque fois que je récolte, je déclare que je fais 3 aliments. Et ici, au lieu de les placer dans 3 variables complètement indépendantes, je vais les placer dans mon tableau, donc dans chacune des cases du tableau. Je fais ça comme ça et comme ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai mis tout ça dans un tableau, fait que j'élimine le problème d'avoir plusieurs différentes variables pour mon truc. Et puis là, je peux très bien faire un for. Donc, je vais faire un for J à la place. J est plus petit que 3 parce que j'ai 3 aliments. Et là, je vais faire une boucle autour de cette opération-là au grand complet. Et là, comme ça, je vais pouvoir effacer tout ce que j'ai copié bêtement au début. Là, je remarque que mon 3 ici, c'est pas nécessairement nice de faire popper un chiffre comme ça. Fait que je peux me faire une petite constante juste pour ma fonction récolte. Donc, nombre d'aliments récoltés égale à 3. Donc, je vais y aller avec ça et je vais pouvoir l'utiliser dans mon tableau et dans ma boucle. Voilà. Et là, ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser melon dans l'inventaire, je vais le mettre dans récolte J. Donc, qu'est-ce que c'est devenu ça maintenant?
ce que c'est devenu, c'est simple. J'ai ma boucle principale qui va placer tous les aliments récoltés. Pour un aliment donné, l'aliment 0, je déclare qu'il n'est pas encore placé. Et ensuite, je parcours tout mon tableau jusqu'à ce qu'il soit placé ou que je sois arrivé au maximum du tableau. Et dès que je trouve une case nulle, je vais placer l'aliment J, donc mon aliment, mon premier, mon 0 de ma récolte, dans mon inventaire à la case vide que j'ai trouvée et je vais dire il est placé. Une fois qu'il est placé, j'ai terminé. Je sors de cette boucle-là et je reviens en haut de la boucle J qui, elle, va passer J à 1. Et là, je vais recommencer. Maintenant, placer redevient false et je parcours tout mon tableau à la recherche d'une autre case nulle pour placer l'aliment 1, puis l'aliment 2. Et ainsi de suite, peu importe combien d'aliments j'aurais décidé de créer à chaque récolte. Donc, voilà une façon élégante de gérer notre récolte. On pourrait tester tout de suite pour voir si ça fonctionne, cette affaire-là. Une façon de le faire, ça, j'ai mis en commentaire toute la main précédente là, qui ne me concerne plus vraiment. De façon simple de le faire, ce serait de se déclarer une ferme. Égal à new ferme. Donc, elle va être créée vide. Et ensuite, je vais faire ma ferme point récolter. Donc là, à ce moment-là, la récolte s'est faite à l'intérieur. Puis là, ben, qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose pour afficher quoi que ce soit, mais je peux mettre un point d'arrêt. Donc, je vais juste me faire une petite récolte terminée. Et là, mettons que je mets un point d'arrêt ici, je peux tout de suite savoir, en exécutant le tout, est-ce que ça fonctionne. Donc, je vais aller dans Débugger, démarrer le débogage. Et là, ici, dans ma console, je n'aurai rien d'inscrit particulièrement, mais quand j'arrive là, je viens vérifier ici où est-ce que j'en suis. Oups, mon débogage. Juste un petit instant. Je vais plutôt débugger le projet que je suis en train de faire et non pas le projet de Johan. Donc, je débogue et là, je vais pouvoir voir en débug qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon tableau. Donc ça, je remarque qu'il y a plusieurs personnes encore qui n'ont pas l'habitude de gérer ça. Ouais, voilà, j'ai encore un autre problème. Johan m'avait mis ça en release. Je leur parle. Beaucoup de gens n'ont pas encore l'habitude d'utiliser le débogueur. Puis souvent, ils vont juste comme voir le résultat affiché à l'écran, puis ils vont se fier seulement à ça. Mais le débogueur, c'est très pratique pour savoir ce qui se passe à mi-chemin. Parce que regardez où on en est. Une fois que le débogage est fait, on s'arrête sur le right line. Donc là, la récolte a été faite. On sait que la récolte est faite. Puis on peut aller vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma ferme. Ma ferme, elle est là ici dans les variables automatiques où je pourrais chercher avec variable locale ou mettre des espions, peu importe. Donc là, j'ouvre ma ferme et là, je vois qu'à l'intérieur, il y a un inventaire qui est un tableau de 1000 cases. Et si j'ouvre l'inventaire, là, je vois que les 3 premières cases contiennent un aliment. Les autres sont toutes nulles. Puis là, si j'ouvre le premier aliment, ben, je vois c'est mon melon d'eau avec son code. Il est en stock. Il y a un nom, un prix, blablabla. Donc là, tout est là. Et dans la case numéro 1, j'ai mes carottes. Et ensuite, dans la case numéro 2, j'ai mon tofu. Donc, voilà, je sais que ça fonctionne. Donc, je n'ai pas absolument besoin d'avoir tout fini pour m'assurer de ça. Donc, ça, ma récolte, c'est réglé. Et là, ce qui est cool, c'est que je peux faire la récolte plusieurs fois. Ça ne place pas tout le temps les aliments dans les 3 premières cases. Ça place les aliments dans les 3 premières cases nulles qui sont trouvées. Donc, si je fais immédiatement une deuxième récolte tout de suite après, ben, je vais me retrouver je vais repartir mon débogage, je vais me retrouver avec 6 aliments qui devraient être placés les uns à la suite des autres. Donc, je viens vérifier ma ferme. Cette fois-ci, dans mon inventaire de ferme, ben, effectivement, de 0 à 5, tous les aliments sont là, fait que 3, 4, 5, c'est de nouveau melon d'eau, carottes et tofu. Donc, je peux le refaire autant de fois que je veux.
tant que mon tableau n'est pas plein, il va trouver des cases libres. Puis là, on sait que les cases vont se libérer de temps en temps n'importe où, un peu au hasard, parce que quelqu'un peut acheter des aliments et les retirer de l'inventaire théoriquement. Donc, voilà. Je viens voir les commentaires que les gens m'écrivent ici. Juliane Castonguay qui dit « Commentaire douteux entendu des tréfonds de mon appart. C'est pas du confinement, c'est de l'encapsulation. » Wow. Excellente blague, bravo. On salue la personne qui a fait cette joke dans l'appart à Juliane. Donc, ça, c'est réglé pour la récolte. Ensuite, la deuxième fonction qu'il fallait faire, c'était justement la méthode acheter qui retourne l'aliment tout en diminuant l'inventaire de la ferme. Bon, là, comment c'est censé être fait cette affaire-là? On va supposer que ça prend l'aliment au complet qui lui-même peut en fait contenir une grande quantité et ça le retourne au complet. Donc, tout l'objet aliment. Par exemple, si quelqu'un achète les melons d'eau, il n'en achète pas juste un, puis on a 99 melons d'eau. Il achète tout le paquet, puis on l'enlève de notre tableau. Ça, c'est une possibilité. On pourrait aussi décider que non, ça en retourne un seul, ça crée un seul melon d'eau, puis ça nous le retourne, puis ça diminue celui-là à 99. Ça dépend comment on voit l'affaire. Dans l'énoncé de Johan, il n'y a rien de spécial qui a été indiqué. Ah, par contre, on nous dit si la quantité d'un aliment est zéro, celui-ci est retiré de l'inventaire. Ah ben voilà, donc là, avec la fin de la phrase, là, on comprend que donc, on ne peut retirer l'aliment du tableau que s'il n'en a plus, donc on doit diminuer. C'est ce qu'on va faire. Très bonne façon de voir la chose. À chaque fois que j'achète un aliment, je diminue de 1 mon inventaire et ensuite, quand j'en ai plus, je l'enlève au complet. Alright, fait qu'on va faire ça. On s'en vient ici, placer une... Ça, c'est un peu laid, les lignes vides partout. Donc, on se fait notre méthode acheter. Donc, acheter va nous retourner un aliment. Puis là, elle va donc elle va recevoir un code d'aliment qui est un string, le code. Donc, ce string-là va nous permettre de trouver dans le tableau où est cet aliment-là. Donc, qu'est-ce que je veux acheter? Je cherche dans mon tableau jusqu'à ce que j'en trouve un. Je vais devoir parcourir tout le tableau et demander le code de chaque aliment jusqu'à ce que je le trouve. Si je le trouve, ben, je peux créer un nouvel aliment à une unité et retourner ceci. Évidemment, qu'est-ce qui se passe si on veut acheter des affaires qui fonctionnent au poids? Là, normalement, j'aurais fait une version où on peut passer le nombre d'unités qu'on veut, le nombre de poids qu'on veut. On pourrait y aller avec ça si on veut, mais on va commencer par faire la façon simple que, mettons, on prend une unité, là, peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, on va faire une boucle pour parcourir mon tableau. Fait que ça va être la même affaire que ça. Donc, on va y aller ici. Je vais copier-coller ma boucle. Donc, je passe à travers. Au lieu de placer, on va dire trouver. Puis, on va se faire un booléen trouver qui est à phase. Donc, au départ, on n'a pas encore trouvé. Et on va essayer de le trouver. Donc, comment on va savoir qu'on l'a trouvé? On passe à travers toutes les cases du tableau. Et là, il faut aller vérifier si la case de notre inventaire correspond au code. Donc, mettons que je fais ça comme ça, puis que je dis est-ce que inventaire.code est égal au code? Puis là, si oui, je l'ai trouvé. Il y a un problème avec ça qui va planter éventuellement, c'est que qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais arriver sur une case nulle? Parce qu'on sait que c'est possible éventuellement qu'il y ait des cases qui deviennent nulles ou si je cherche une affaire qui n'est pas dans mon inventaire du tout, je vais finir par avoir une case nulle plus loin dans mon tableau. Et là, à ce moment-là, de faire inventaire i.code sur une case nulle, ça va planter. On ne peut pas aller à l'intérieur d'un objet avec le point, aller chercher une propriété ou une méthode si cette référence-là qu'on manipule est nulle parce qu'il n'y a pas l'objet au bout. Donc, il faut toujours vérifier qu'avant d'aller à l'intérieur, que la case n'est pas nulle. Donc, la première affaire à faire, c'est de vérifier est-ce que ma case I n'est pas nulle et à ce moment-là, que le code de l'inventaire est égal au code qu'on cherche. Et là, ce qui est cool avec le « et », c'est que un « et », c'est assez intelligent pour ne pas tester les deux conditions à chaque fois. Ça teste la deuxième condition uniquement si c'est pertinent de le faire. Par exemple, si mon
ma case est nulle en ce moment, cette condition-là qui dit est-ce qu'elle est non nulle va être fausse. Et si cette condition-là est fausse, peu importe la condition de l'autre bord, mon et va être faux anyway. Donc, le compilateur est assez brillant pour se dire je ne vais pas aller tester ça, ça ne sert à rien, je vais juste perdre du temps. Peu importe ce que j'ai, je sais que la condition est fausse, je vais juste ne pas faire le if tout de suite. Puis à ce moment-là, donc, en n'allant pas tester ça, il ne fera pas planter le programme en essayant d'aller chercher le code d'une case nulle. Donc, c'est important de le mettre dans cet ordre-là et pas dans l'autre ordre. Si on avait testé le code en premier et ensuite vérifié qu'il était non nul, on aurait quand même planté. Donc, on y va comme ça. Première affaire, on vérifie d'abord qu'elle est non nulle. Si elle est non nulle, on va vérifier si le code match. Si le code match, bien là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire parfait, notre inventaire à cette case-là, je vais diminuer la quantité de 1. Donc, je viens d'enlever quelque chose de mon inventaire. Et ensuite, je vais me déclarer un élément. Je vais appeler le résultat. Et là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre mon résultat égal à l'inventaire I. Donc ça, à ce moment-là, si je fais ça, ça prend une copie complète de toute ma case. En fait, pas une copie, ça réfère à la case originale. Ça, c'est pas super. Ce qu'on préférerait plutôt faire, parce qu'on essaie le plus possible d'éviter de retourner une référence à un objet interne. Sinon, ça brise l'encapsulation et ça brise le confinement. Et on ne veut pas ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se créer un nouvel aliment qu'on peut créer comme étant une copie de la case. Donc là, mettons, si je suis rendu comme ça, là, je lui dis, fais un nouvel aliment et je sais que je peux créer un aliment à partir d'un autre. Donc, ma case inventaire I, c'est un aliment, parce que dans la première séance de révision, j'avais fait un constructeur de copie de l'aliment. S'il n'y a pas de constructeur de copie, je ne peux pas faire ça, puis je suis obligé de briser l'encapsulation, donc j'irai en créer un à ce moment-là, un constructeur de copie, parce que je me dirais que c'est absolument nécessaire maintenant. Avant, ça l'était plus ou moins, j'en avais fait un pour le fun. Là, maintenant, il est vraiment utile pour vrai. Là, si on fait ça, il crée un nouvel aliment et il va pouvoir nous le retourner. Et ce qu'il va nous retourner, c'est donc pas une référence à notre original. Fait que la personne qui reçoit l'aliment, donc on va simplement ici mettre le return résultat, ben, ce que la personne va recevoir, je ne sais pas pourquoi elle me donne une erreur. Ah, elle dit qu'elle est non assignée. Je vais la mettre égale à nul au départ. Je suis obligé que je retourne au moins un résultat qui contient une affectation. Donc là, je l'ai mis nul au départ. Si jamais, par exemple, il ne le trouvait jamais dans l'inventaire, ben, il retournera un nul, ce qui est très cohérent. Puis s'il le trouve, ben, il va retourner ce qu'il a trouvé. Là, à ce moment-là, ce qui va retourner, c'est une copie de l'aliment. Par contre, là, une chose, quand je fais la copie de l'aliment, ben là, je me retrouve à avoir un aliment qui aussi contient une grosse quantité, alors que théoriquement, la personne en a acheté juste un. Là. Sinon, je viens de multiplier mon inventaire. Fait que donc, ce qu'il faudrait faire juste après, ça serait ajuster la quantité. Donc, diminuer la quantité de l'aliment et la quantité que je vais enlever, ça va être quoi? Ben, ça va être la quantité que j'avais dans mon inventaire. Donc, je vais aller chercher cette quantité-là. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Oui. Moins 1. Donc, je lui dis, diminue-la de tout ce que tu avais moins 1. Donc, il va en rester rien qu'un, finalement, quand je vais le retourner. Donc là, comme ça, je ne crée pas de nourriture gratuitement et magiquement. Donc, si j'avais 200 melons d'eau et je diminue mon nombre de melons d'eau de mon inventaire, il est rendu à 199 melons d'eau. Là, à ce moment-là, ce que je veux retourner, c'est pas 199 melons d'eau. Je veux en retourner juste un. Donc, je vais dire, va chercher, tes 199 moins 1 diminue de 198, il en reste rien qu'un, et c'est ça que je retourne. Et là, une fois que je l'ai retourné, je dis que, parfait, je l'ai trouvé, je n'ai plus besoin de chercher, et je sors de la boucle et je retourne ce résultat-là. Si je ne l'ai pas trouvé, je vais parcourir le tableau complet, puis si jamais je me rends au bout et je ne le trouve pas, je vais à ce moment-là retourner un nul.
Donc, ça va pour ça. Est-ce que tout le monde suit la passe? Je vais mettre le code en ligne, donc vous pourrez aller l'étudier si vous n'avez pas tout compris, mais si vous avez des questions, c'est possible de les poser dès maintenant si vous êtes live. Je sais qu'il y a un délai entre le moment où je dis ça et le moment où vous l'entendez, donc je vais vous laisser du temps potentiel de poser des questions. Il nous reste un petit truc à rajouter à cette fonction-là, c'est qu'il faut que si, après avoir diminué la quantité, si la quantité est nulle, je dois éliminer complètement l'objet de mon tableau. Je dois le sortir du tableau. C'est ce qui est dit à la fin ici. Donc, si la quantité d'un élément est 0, celui-ci est retiré de l'inventaire. Donc, c'est juste ce qu'il me reste à faire. Après avoir fait toutes mes copies et tout ça, donc je ne vois pas de questions popper, donc je vais continuer avec ça. Je vais simplement vérifier. Si, une fois que j'ai créé mon nouvel aliment, ma copie, que je vais pouvoir retourner, je ne vais pas déliter avant de faire la copie, évidemment. Donc, je vais vérifier si inventaire à la case I, donc mon objet que j'ai trouvé, si il est maintenant hors stock. Donc, j'avais déjà fait cette petite propriété calculée qui me retourne tout simplement vrai ou faux à ce qui est hors stock. Si est hors stock, ça veut dire que maintenant, j'en ai 0. Donc, à ce moment-là, je vais simplement dire que mon inventaire I est égal à nul. Donc, je vais nullifier la case et je vais enlever donc l'aliment au grand complet. Il n'existera plus ici. Donc, s'il est rendu hors stock après avoir diminué la quantité de 1, il va être à 0. Et donc, je le nulle. Ça, c'est réglé. All right. Est-ce que ça vaut la peine de vérifier si l'inventaire, la case I de l'inventaire est en stock avant de diminuer la quantité pour être sûr qu'on ne le met pas dans un négatif? Théoriquement, ça ne devrait pas arriver parce que ma quantité va diminuer de 1 à chaque fois, puis après l'avoir diminué, on va l'enlever s'il est rendu à 0. Donc, on ne devrait pas avoir déjà un objet à 0 dans notre inventaire. Fait qu'on est sûr qu'il en reste tout le temps au moins 1. Donc ça règle le problème. Puis là, normalement, ça devrait marcher. Fait que là, on va pouvoir tester ça pour voir si ça marche. Donc, ma ferme a récolté des affaires. Fait que maintenant, je vais dire, OK, je veux me créer un aliment. Mettons, mon melon, qui va être égal à ma ferme, point acheter. Puis là, je veux acheter un melon. Donc le code que je vais lui passer, ça doit être, si on se rappelle bien, les 3 premières lettres du nom, les 3 dernières lettres du nom, les 2 premières lettres de la catégorie, donc c'est un fruit, et les 2 premières lettres de le type d'unité utilisée, donc c'est à l'unité. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça le code du melon. Évidemment, c'est un peu, c'est peu intuitif tout ça, là, mais ça avait été fait juste pour gosser avec les strings l'autre fois, puis là, maintenant, on est pogné avec ça. Donc, je lui dis, cherche un élément qui a ce code-là, et quand tu le trouves, tu me le retournes. Fait que là, on devrait pouvoir voir ce que ça donne. Donc, je l'exécute, encore une fois, en débogage, vu qu'il n'y a rien qui est vraiment prêt à être affiché. Donc, j'y vais avec ça. Je le laisse compiler un peu et on devrait pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est maintenant. Donc là, ma ferme ici devrait avoir changé. Donc, normalement, dans ma ferme, dans mon inventaire, il devrait avoir trouvé les melons d'eau tout de suite en premier. Par contre, j'ai mis un majuscule, mon FRUN, j'ai mis un U majuscule, donc ça ne marchera pas à cause de ça. Donc là, je vais l'arrêter puis je vais réécrire mon code comme il faut. Évidemment, c'est pas l'idéal. Mais je recommence. Si on avait des codes plus intelligents, j'imagine on les connaîtrait mieux. Donc, on repart ça. Fait qu'il devrait tout de suite trouver un melon d'eau là-dedans. On rappelle qu'au départ, quand je fais ma récolte et que je crée mes melons d'eau, j'en mettais 100 melons d'eau dans une seule case. Donc là, normalement, ici, après avoir récolté, la première case, il devrait avoir trouvé le melon d'eau puis diminuer ça. Et là, voilà, ça marche. J'ai 99 melons maintenant dans cette case-là. On peut aller vérifier. Il y a d'autres melons d'eau plus loin dans le tableau, parce qu'on a fait 2 fois la récolte. Eux devraient être intouchés. Effectivement, ils sont encore à 100 parce que la boucle s'arrête aussitôt qu'il y en a trouvé un. Donc ça marche. Et mon aliment, mon melon,
ben lui, ça devrait être le melon d'eau que j'ai reçu. On regarde le contenu. Effectivement, c'est un melon d'eau où j'en ai un seul, une quantité de 1. Donc, ça marche. Mon melon a été enlevé de la case de l'inventaire et a été poussé ici. Le compte est toujours bon. Je n'ai pas créé de melon sans faire exprès et ça fonctionne. On peut tester, mettons, qu'est-ce qui se passe. J'aurais pu le tester tantôt quand j'avais fait une erreur, mais si, mettons, je cherche quelque chose qui n'existe pas dans mon tableau, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que ça va planter? Théoriquement, ça ne devrait pas. Ça devrait ne pas planter. Ça devrait simplement me retourner nul. Donc, il devrait avoir parcouru tout le tableau et effectivement, mon melon qui est ici est nul. Donc, ça marche. Il ne m'a rien retourné, tout simplement. Et ma ferme est intouchée normalement partout. Mon inventaire est censé ne pas avoir bougé. Donc, ça fonctionne. Évidemment, après ça, ça force la personne qui se sert de nos objets à tester si son melon est nul ou pas pour savoir s'il l'a bel et bien reçu. Puis c'est la chose qu'on veut. C'est pas après notre problème si lui ne teste pas et que ça fait planter ses affaires. C'est une façon simple de montrer je n'ai pas trouvé ton objet que tu cherchais. Fait que voilà. Ça fonctionne. On peut tester, est-ce que ça marche avec la carotte? Donc la carotte, ça va-tu être ça? Je ne sais pas comment je l'ai écrit en fait, puis je pense que j'ai peut-être fait des fautes. Là. Je me souviens plus si c'est 2R ou 2T. J'ai la bonne épée, ouais, ça s'écrit de même. Un R, 2T. Fait que C-A-R-T-T-E. Ça va être le nom de notre carotte. C-A-R-T-T-E. 3 premières lettres, 3 dernières lettres. C'est un légume et on avait dit que ça se vendait au gramme. Donc voilà, ça devrait marcher comme ça. Fait que si je le reteste comme ça, voyons voir si ça marche. Donc, toujours important de faire plus d'un test. Là, j'ai testé le melon d'eau. Peut-être que ça marche parce que c'est dans la première case. Fait que je veux vérifier si je cherche quelque chose qui est dans une autre case. Donc, mon melon, finalement, qui n'est plus maintenant un très beau nom, mais j'ai effectivement reçu une seule carotte. Yes, sir. Donc, ça marche. Et si je vais checker dans ma ferme, ben, mes carottes, normalement, je devrais avoir 199 carottes au lieu de 200. Ça fonctionne aussi. Mes melons, eux, sont restés à 100. Donc, on peut supposer que tout fonctionne bien maintenant. Je peux trouver un objet qui est en premier dans le tableau, qui est ailleurs dans le tableau ou qui n'est pas dans le tableau, puis à ce moment-là, ça me retourne un nul. Donc, je suis bien content. Ça, c'est réglé. L'affaire qu'on pourrait tester aussi maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a acheté le dernier. Donc, mettons, j'achète des carottes. Ce que je vais faire, c'est que dans ma récolte, quand je vais créer des carottes, je vais en créer une seule. Ça, quand je vais l'acheter, il n'y en aura plus et cette case-là devrait devenir nulle. Donc, ça aussi, c'est un autre test qu'on veut faire. Donc, on y va. Testons le tout. Est-ce que l'aliment disparaît complètement de l'inventaire quand on achète le dernier? Donc, voyons voir qu'est-ce que j'ai eu. Donc, j'ai acheté une carotte, je l'ai reçue, ça fonctionne. Donc, ça va comme tantôt. Et dans ma ferme maintenant, dans mon inventaire, regardez, la case 1 est nulle. Donc, maintenant, je n'ai plus du tout les carottes là-dedans. Par contre, si j'en cherche une autre, il va tomber dessus plus loin. Il va tomber sur une autre case de carottes que j'avais créée, donc ça ne sera pas vraiment un problème. Et qu'est-ce qui arrive si je fais une nouvelle récolte tout de suite après? Bien, il va utiliser cette case nulle-là pour placer les nouveaux melons, puis après ça, il va aller mettre le reste plus loin. Donc ça, on peut le faire après. Maintenant qu'on sait que ça marche, si je fais une autre récolte après coup, la récolte trouve des cases nulles dans le tableau. Il ne les met pas nécessairement à la suite de ce qui est là. Il trouve les cases nulles. Donc, les cases nulles peuvent être n'importe où. Il peut y avoir des trous dans mon inventaire selon ce qui a été vendu et ces trous-là vont être utilisés. Donc, rendu ici, de quoi aller à ma ferme après avoir acheté la dernière carotte? Bien, dans mon inventaire, j'ai les melons de la première batch. Et ensuite, où il y avait les carottes, je n'en ai plus, mais j'ai d'autres melons de ma deuxième batch. Après ça, j'ai le tofu de ma première batch. Après ça, j'ai 3, 4, 5, c'est ma deuxième récolte. Et 6 et 7, c'est la fin de ma troisième récolte. Vu qu'il a mis les carottes dans le trou, les melons dans le trou, il nous reste les carottes et le tofu. Donc, tout fonctionne vraiment bien. Et on est satisfait et heureux. Voilà. Si vous avez des questions, c'est un bon moment pour en poser avant que j'aille plus loin. Là, maintenant, notre ferme gère son inventaire intelligemment. Qu'est-ce qui nous reste? Ajouter une propriété calculée qui calcule la valeur de l'inventaire. Ça sera vraiment pas compliqué à faire.
et une méthode pour afficher l'inventaire à l'écran qui va nous permettre de tester sans être obligé d'utiliser le débogueur. Donc, ça, c'est pas bien compliqué à faire. Dans les deux cas, c'est de parcourir le tableau d'inventaire et toutes les cases qui sont non nulles, soit on additionne les valeurs, soit on les affiche à l'écran, selon lequel des deux on fait. Donc, on va y aller avec la valeur de l'inventaire. Je ne vois pas de question popper, donc on y va avec ça. La valeur de l'inventaire, on a dit que ça doit être une propriété calculée, donc on se fait une propriété qui va retourner un double et on va l'appeler valeur inventaire. Cette propriété-là va avoir un get qui va nous retourner le prix total. Donc, je rappelle qu'une propriété calculée, c'est une propriété qui contient un get qui va nous retourner une valeur qui ne correspond pas directement à un simple attribut de notre classe, qui peut faire du traitement quelconque pour aller calculer une réponse. Dans ce cas-ci, le traitement est un peu complexe, c'est de parcourir tout notre tableau et de faire le total de tous nos éléments. Donc, je vais récupérer encore une fois ma book 4 pour faire le tour du tableau. Je vais la mettre ici. Je n'ai pas besoin, par contre, d'avoir une variable booléenne par rapport, comme ça. Donc, je dis, parcours le tableau au grand complet en utilisant simplement la constante pour se rendre jusqu'à la fin. Si l'inventaire, la case à laquelle je suis, n'est pas nulle, donc là, c'est important, encore une fois, on sait qu'il peut y avoir des nuls un peu partout dans ce tableau-là, et on ne veut pas commencer à aller chercher le prix d'une case nulle, sinon ça va planter. Donc, on doit vérifier est-ce qu'elle est non nulle. Si elle est non nulle, on va augmenter un total. Donc, on va avoir un total, on va partir à 0. Pardon. Et on va faire grossir ça. Puis là, vous voyez, c'est une propriété. On est dans un get, là, puis on met quand même pas mal de stock. Puis c'est absolument pas interdit ni anormal que notre get soit bien compliqué. C'est pas obligé qu'un get, c'est rien qu'un return. Depuis le début, c'est un peu ça qu'on fait. Ça return un attribut ou ça return un petit calcul très facile. Là, on peut faire tout un paquet d'affaires, se déclarer une variable locale au get, faire quelque chose avec une boucle. Donc là, si on a trouvé un aliment, ben, on va augmenter notre total pour dire qu'il est égal à inventaire i point le prix. Donc, on va prendre le prix avec un rabais, parce qu'on se rappellera qu'il y avait possibilité de mettre des rabais. Dans ce cas-ci, c'est plus ou moins pertinent parce qu'on n'en a mis nulle part, mais si on décide de les utiliser, ils seront déjà pris en compte. Donc ça nous donne le prix que coûte une unité de ce qu'il y a dans cette case-là, une fois que le rabais a été appliqué. Et là, on va donc le multiplier par la quantité d'éléments dans cette case-là. Donc, prends dans la case le prix au rabais et multiplie-le par dans la case la quantité. Ça donne combien cette case-là vaut en grand total. Si on a 100 melons d'eau, chaque melon d'eau coûte 5$, ça va nous faire 500$ qu'on ajoute à notre total, qui lui partait à 0. Et là, on va passer à travers tout le tableau comme ça. Et les cases nulles vont être évitées. Et à la fin, on va juste returner le total. Et c'est réglé. Donc voilà. Fait que ça, c'est assez simple. On peut la tester immédiatement. Par exemple, ici, on pourrait voir combien vaut ma ferme point total d'inventaire. Valeur inventaire, pardon. Donc, on affiche ça ici. On va voir combien ça vaut. Et on peut essayer combien ça vaut après avoir acheté la carotte et combien ça vaut après avoir récolté une troisième fois. Donc, on va pouvoir voir. On va mettre un après chaque récolte. Donc, on y va. Une récolte, on voit combien notre ferme vaut. On fait une deuxième récolte, elle devrait valoir le double. On achète une carotte ou, mettons, un melon d'eau. Et avec ça, melon d'eau, fruit 1. Et ensuite, on fait une autre récolte. On va voir ce que ça nous donne ici. Donc, on démarre sans débogage cette fois. Je vérifie que vous voyez bien la fenêtre parce que la dernière fois, j'avais oublié un truc. C'est ça, là, vous ne la voyez pas. Un instant. La voici. Donc, notre fenêtre est là. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, au départ, notre inventaire vaut 701.
On ajoute une deuxième récolte, 1402, c'est bel et bien le double, donc ça semble fonctionner. Ensuite, on achète un melon d'eau qui vaut 5 donc notre inventaire a maintenant 5 de moins. Et ensuite, on ajoute un autre 701, et effectivement, tout fonctionne. Donc, voilà, ça semble marcher. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut passer à la dernière étape qui était d'ajouter une méthode pour afficher. Donc, on y va avec ça. La méthode pour afficher, très facile. On va se faire une petite fonction void qui va faire afficher inventaire. Puis là, ben, ça va être grosso modo la même affaire. C'est vraiment pas dur. On va refaire notre même petite boucle. Comme ça. Et si l'inventaire est nul, ben là, on va simplement l'afficher. Donc, comment on va faire pour faire l'affichage lui-même? Ben, on va aller vérifier est-ce que un aliment est capable de s'afficher. Parce que, évidemment, la ferme pourrait aller afficher chacune des propriétés de l'aliment lui-même, dire sa catégorie, son code, blablabla. Mais ça serait un meilleur design objet que ça soit l'aliment lui-même qui soit capable de s'afficher. Et que la ferme fasse juste demander à chaque aliment affiche-toi, affiche-toi, affiche-toi. C'est plus cohérent. Pourquoi c'est mieux? Parce que ici, c'est une responsabilité de l'aliment, parce que c'est l'aliment lui-même qui devrait être capable de s'afficher. Ce n'est pas la ferme qui devrait aller fouiller dans les aliments pour aller à la recherche de toutes les infos. Si jamais l'aliment change, on rajoute des nouveaux attributs, il faut que la ferme change pour afficher ces attributs-là. C'est du travail supplémentaire inutile. Donc, il faut tout le temps penser qu'est-ce qui va à quel département. On va afficher un aliment, c'est l'aliment qui devrait être capable de faire ça. Et là, si je regarde en ce moment dans mon aliment, il n'y a pas de méthode d'affichage, tout simplement parce que cette affaire-là n'avait jamais été demandée. Je vais mettre ça en suspens et je vais aller en rajouter une dans l'aliment. Ça serait un bien meilleur design de faire ça comme ça. Fait que je pourrais aller chercher dans mon aliment une méthode afficher qui afficherait l'aliment tout de façon bien clean. Donc, console.writeline et là, on va afficher chaque affaire. Donc, le nom. Et on va recopier ça pour tous les attributs. Donc, on a la catégorie, l'unité, le prix, la quantité, le rabais. Donc, catégorie, unité, le prix, la quantité, le rabais. Comment on veut mettre ça? Pour l'instant, on va y aller comme ça. J'ai oublié l'unité. Voilà. Bon. Là, évidemment, on pourrait arranger ça plus cute que ça. Là, pour l'instant, j'ai juste tout mis un en dessous de l'autre comme ça. Mais si on voulait faire ça beau, on afficherait avec des catégories 2 points, puis un prix avec un signe de pièce, puis des affaires. Mettons pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et là, quand je m'en vais dans mon affichage de ma ferme, ben, je vais pouvoir maintenant faire demander à chaque aliment de s'afficher. Ce qui est beaucoup plus correct. Donc, allons dans notre main, demander d'afficher ici, après une première récolte, je vais demander à ma ferme de s'afficher. Afficher inventaire. Voilà. Un truc qu'on pourrait peut-être faire dans mon affichage d'inventaire, c'est laisser un genre de ligne vide ou, mettons, une ligne de tiret pour séparer un peu les aliments. Et voyons voir maintenant ce que ça donne. Donc, on exécute ça. Voilà. Je vais juste m'assurer que, oui, vous voyez bien cette fenêtre. C'est correct. Donc, on en est là. Notre affichage se fait. Melon d'eau, carotte, tofu. Puis après ça, le reste, c'est les montants. Donc, ça fonctionne. Évidemment, on aurait pu mettre ça un petit peu plus beau que ça là, comme affichage. Mais ça nous donne quand même une idée que tout fonctionne bien. Voilà. Je vois ici dans les commentaires Frédéric Saint-Onge qui demande pourquoi ne pas utiliser
ligne Q et faire ceci, ben Frédéric, c'est juste parce qu'on n'a pas vu ça encore. Rappelle-toi que tout ça, c'est pour des étudiants de première année. Donc, on ne saute pas les étapes, s'il vous plaît. Les anciens qui viennent checker mes lives. Voilà, fait que là, ça règle le cas du chapitre 5. Tout ça, c'est fait. Il nous reste une affaire pour le chapitre 6 qui est vraiment pas très compliqué. Une propriété indexée qui retourne un élément de la ferme. Attention à ne pas faire de bris d'encapsulation. Donc, une propriété indexée, c'est quoi? C'est une propriété qui nous permet de traiter notre objet ferme comme une espèce de conteneur, comme une espèce de tableau. Par exemple, je pourrais immédiatement aller chercher un certain aliment. Disons que je vais enlever toutes ces affaires-là pour le moment. Je pourrais aller référer à un aliment du tableau directement en faisant une affaire comme ça, genre ma ferme, entre crochets l'aliment à la case 1 et lui demander à cet aliment-là de s'afficher, supposons. C'est ça que je voudrais pouvoir faire. Une propriété indexée, ça permet de faire ça. Donc, une propriété indexée, en fait, c'est rien d'autre qu'une simple propriété qui va retourner un élément dans une collection interne de ma ferme directement, mais de façon à ce que l'interface soit facile à utiliser comme ça. Donc, pour pouvoir faire une affaire comme ça, il faut aller dans la ferme et créer notre propre propriété indexée. Donc, quand on va faire ça, on va faire une propriété et cette propriété indexée-là, on va l'appeler, elle va nous retourner un élément et on va l'appeler this. Et this va avoir un index entre les crochets, pardon, et on va la déclarer comme ça. Donc, ici, this, en ce moment, il nous donne une erreur juste parce que c'est pas fini. Il nous dit que, attends, tu n'as pas de get. Et là, on va faire un get. Puis là, ça va marcher. Le get, ce qu'on va vouloir faire avec ça, c'est d'aller tout simplement, on déclare, quand on écrit une propriété this, c'est la propriété indexée, fait référence à l'objet lui-même et va chercher, quand on réfère à l'objet, parce qu'on va l'appeler comme ça, le nom de l'objet avec des crochets, ben donc le nom de l'objet c'est this et les crochets contiennent un index qu'on déclare ici, auquel on peut faire référence à l'intérieur du get et ou du set. Donc, dans un get, ce qu'on va vouloir faire, c'est retourner la case du tableau correspondante. Par contre, lorsqu'on cherche dans un tableau, il faut toujours s'assurer avant que l'index qu'on nous donne est bien à l'intérieur des bornes. Donc, ne prenez pas pour acquis que la personne va vous avoir fait ça nice. Si quelqu'un peut très bien nous passer ici ça, puis on ne veut pas que ça plante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va simplement valider à l'intérieur ici avec simplement un if. Donc, si notre index est plus grand ou égal à 0 et à la fois est plus petit que la taille, donc on a notre constante, on va avec ça, à ce moment-là, on peut considérer retourner quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir retourner? Ben, si on fait ceci, retourner mon inventaire à la case de l'index, comme ça, là, à ce moment-là, ça nous retournerait quelque chose. Par contre, il va nous dire que ça ne retourne pas tout le temps parce que tu es à l'intérieur d'un if. Qu'est-ce qu'on fait si on est à l'extérieur? Si on ne veut pas que ça plante, on pourrait retourner un nul. Et là, comme ça, notre get fonctionne. Fait que soit on est dans le tableau puis on retourne la case, soit on ne l'est pas et on retourne un nul. Puis là, à ce moment-là, c'est lui qui s'arrangera. Il n'y aura rien reçu puisque ça n'existe pas. Le numéro qu'il a demandé, c'est bien correct. Mais là, le problème, c'est que si on fait ça, même si je ne fais pas de set, parce que je me dis je veux respecter l'encapsulation, je ne vais pas faire de bris d'encapsulation, je vais juste faire un get. Je ne vais pas faire de set, donc personne ne va pouvoir aller changer les affaires dans le tableau. Le problème, c'est que lorsqu'on retourne une case de l'inventaire directement, on retourne une référence à cette case-là. Et la personne ici qui a reçu la référence, oui, peut faire l'affichage, mais pourrait aussi modifier directement à partir de la référence pour aller modifier le contenu du tableau en allant utiliser, mettons, des affaires de même, augmenter, diminuer la quantité, puis on ne veut pas qu'elle puisse faire ça. Donc, oui, elle va pouvoir le faire en ce moment, même si c'était juste un get. Parce que le get nous retourne la référence. Puis un coup que j'ai la référence, une référence, c'est l'adresse en mémoire. Je peux aller dans l'objet puis utiliser l'objet comme bon me semble. Là, si je fais ça, bon, ça fonctionne. Ça va afficher
l'objet, l'aliment qui est à la case numéro 1. Donc, ça devrait être les carottes. Voilà, ça fonctionne. Mais j'ai brisé l'encapsulation. Comment je fais pour éviter ça? C'est super facile. J'ai juste à dire, je ne retourne pas la case de l'inventaire. Je retourne un nouvel aliment qui est créé à partir de la case de l'inventaire. Donc, autrement dit, je te donne un aliment ici, inventaire entre coche index, c'est un aliment, et faisant un nouveau à partir de ça. Donc, qu'est-ce qui va être invoqué ici? Et oui, le constructeur de copie. Donc, ça demande à ce qu'on en ait un. On en a un, j'en ai fait un au tout début de la première séance, donc je peux l'utiliser. Si j'en avais pas eu un, ça aurait été un excellent moment pour aller en créer un, bien qu'il s'est arrivé déjà tantôt, là, mais mettons que so far, j'en avais aucun. Là, j'en aurais créé un pour pouvoir créer un nouvel aliment qui est copie de ma case d'inventaire et c'est elle que je retourne. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux afficher ça et après ça, je peux faire, mettons, ma ferme à la case 1, point augmenter la quantité de 100. Puis après ça, je peux l'afficher de nouveau. Toujours afficher la case 1. Et là, on va voir ce que ça va nous donner. Donc, j'exécute le tout. Et ma carotte ici qui est là, lorsque je change la quantité, je l'augmente la quantité de 100, ben, elle n'a pas été augmentée, la quantité. Parce que, en fait, à chaque fois que j'ai appelé ici ma ferme avec des crochets, j'ai reçu un nouvel objet copie et c'est cette copie-là que j'ai affichée. Ensuite, j'ai reçu une autre copie de l'original et j'ai modifié la quantité de cette copie-là de l'original. Et tout de suite après, j'ai reçu une troisième copie de l'original que j'ai affichée. Donc, la troisième et la première copie de l'original sont toutes la même affaire. Donc, le fait qu'on a augmenté ici, ça a augmenté la quantité d'une copie de l'original et cette copie-là, après, arrête d'exister dès la prochaine ligne. Si j'y fais référence encore, ce n'est pas à elle que je fais référence, je reçois une nouvelle copie. Donc, c'est comme ça qu'on s'assure de respecter l'encapsulation dans une propriété indexée. Et encore une fois, toujours une excellente pratique de vérifier que l'index qu'on reçoit est un index valide avant d'essayer d'aller jouer dans le tableau, sinon on va tout faire planter. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième séance de révision. Donc la prochaine, c'est Johan qui va la faire pour vous. Dès le début de la semaine prochaine, on va vous avertir à l'avance dès qu'il saura quand est-ce qu'il est disponible pour faire ça. Il va vous l'écrire sur Colnet. Puis, il va réviser avec vous les chapitres 7 et 8 qui vont donc nous mettre complètement à jour. Puis, dès lundi ou mardi, selon dans quel groupe vous êtes, là, on va reprendre les cours à distance. Puis là, on va faire un live. Plus de détails suivront. On va faire un live pour vous expliquer comment ça va fonctionner la fin de la session en mode confinement et en mode chacun encapsulé dans sa maison. Donc, plus de détails pour ça. Tristan qui vient d'arriver, juste au moment où on s'en va. Sorry, Tristan. Tristan et tous les autres qui ont manqué le début ou qui ont manqué la fin, c'est pas grave. Je mets tout ça après ça sur la chaîne du département sur YouTube, puis on met le lien sur Moodle. Je vais aussi mettre le code de tout ça. Très bonne idée. Gabriel le demandait. Vous allez pouvoir consulter le code à loisir pour voir si vous comprenez bien tout ça. Fait que plus de nouvelles, vérifiez vos Facebook, c'est-à-dire vérifiez vos Colnet. On va vous écrire sur Colnet pour vous dire quand on fait la révision, le dernier bloc de révision, et on va vous parler de quand on fait le live pour la reprise des cours. Mais scoop, ça devrait être tout simplement à votre premier cours de la semaine. Donc, pour la gang qui est avec Johan, c'est le lundi matin. Pour la gang qui est avec moi, c'est le mardi après-midi. Ça va être à l'heure normale de votre cours habituel selon l'horaire qu'on avait dans le temps. Rappelez-vous, dans le temps qu'on avait le droit de sortir, on avait un horaire. Ça va être ça. Fait que, merci tout le monde d'avoir été là. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y en a pas. Olivier nous rappelle de stay safe. C'est vrai. Restez à l'intérieur. Sortez pas si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'en avez pas absolument besoin, à part pour aller genre prendre une petite marche. Ça, c'est permis. Mais restez à 2 mètres de tout le monde que vous croisez. N'allez pas les frapper d'en face parce que vous pourriez vous infecter. Puis sinon, restez à la maison, sortez pas si ce n'est pas nécessaire. Lavez-vous les mains tout le temps. Regardez pas trop tout le temps les nouvelles. Tenez-vous informé, mais pas overly informé, parce que sinon, c'est pas bon pour l'angoisse.
Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, écrivez à vos profs, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Bye la gang et à bientôt.